Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Pour la foire de fin d'année de Bamako, la Chambre de commerce et d'industrie a mobilisé une sécurité importante. Le président du Haut Conseil islamique a rencontré les musulmans dans sa mosquée. Le Front de libération du Massina a revendiqué l'enlèvement d'un enseignant. Comme je vous le disais dans les titres, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a mobilisé un important dispositif sécuritaire pour la foire de fin d'année de Bamako. Plusieurs services de sécurité sont sur place pour protéger les personnes et leurs biens. Les agents de la protection civile sont également présents. Écoutons Aïssata Bachili et Salifou Niari. En fait, nous sommes là pour la sécurité des personnes et leurs biens. Nous sommes là depuis avant le début de foire. Jusqu'à nos jours, nous sommes là parce que nous venons toujours en amont et en aval par rapport aux autres sécurités. Avant le commencement, on vient. Après, on reste jusqu'à ce que tout le monde plie ses bagages pour aller. Donc, la sécurité des personnes et leurs biens fait partie de notre préoccupation. Voilà, et puis, c'est notre mission d'ailleurs. En amont, arrivé ici, nous vérifions l'installation et l'emplacement du lieu pour prendre connaissance sur le lieu et prendre des précautions par rapport aux mesures de sécurité en cas d'incendie ou bien en cas d'évacuation, tout peut arriver. Et après, on reste jusqu'à ce que tout le monde plie ses bagages, ils sont bienvenus. Il faut qu'ils retournent aussi en très bon état sans aucun incident. Après le départ de tous les commerçants, les vendeurs, c'est en ce moment que notre mission prend fin. Là, nous sommes toujours les derniers à partir, les premiers à venir et les derniers à partir. On n'a pas eu un cas d'accident, sauf l'autre jour, il y a un monsieur qui a fait une prise de malaise. Il est tombé dans la cour, il nous a fait appel, donc les secours se sont dépêchés rapidement pour aller évacuer la victime vers l'hôpital le plus proche. On fait des sensibilisations parce qu'on a des éléments qui se trouvent à l'intérieur, qu'on leur donne les consignes de ne pas fumer à l'intérieur, de ne pas mettre le feu sous les chapiteaux. En cas d'incident, le débit du feu, aviser les directeurs parce que les éléments qui sont installés à l'intérieur, chacun est doté à un extincteur pour maîtriser un débit de feu. Donc maintenant, après, on ne sait pas quand ça dépasse leurs compétences et ils nous appellent. Donc on va au secours directement. On n'a pas rencontré les difficultés ici, nous sommes là. C'est un service de continuité de 48 heures de garde. Donc on vient pour 48 heures et l'autre équipe vient, nous, on est remplacé par l'autre équipe. Il n'y a pas d'autres difficultés. Vraiment, tout va très bien. Bon, actuellement, nous sommes là pour la sécurité. Et par rapport aux responsables qui sont ici, nous sommes de sécurité par rapport à tout ça. Des stands pour Orange avec les portes là. Bon, actuellement, nous n'avons pas trouvé les problèmes. Tout se passe bien. Ce jeudi 27 décembre 2018, le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Dicko a appelé les fidèles musulmans et tout autre malien à la mosquée Salam de Badalabougou. L'objectif de la rencontre était d'informer les Maliens sur le report des rencontres du dimanche dernier et transmettre le message du soutien du shérif de Nioro Mohamed Bouye Aïdara. Écoutons Imam Mahmoud Dicko et le fils du shérif de Nioro, Baba Ould Aïdara. Non, c'était tout simplement remercier notre guide et le shérif, le grand shérif de Nioro, qui nous a fait l'honneur d'envoyer ses disciples aujourd'hui pour venir nous soutenir moralement et physiquement dans ce combat qui est son combat à lui. Donc je suis très heureux de les accueillir ici, d'être avec eux, de partager ce moment avec eux. Pour qu'ensemble nous puissions vraiment unir nos efforts pour faire de ce combat un seul combat. Combat pour défendre notre religion, notre foi, voilà, notre honneur et notre dignité. Bon, on est venu répondre à l'appel de la foi, répondre à l'appel de la peuple islamique.
dans ce pays et de défendre notre religion, d'avoir obtenu notre frère cher imam, Sayyid Mahmoud Dicko, et pour avoir soutenu tous les musulmans et regroupé tous les musulmans dans les mêmes lignes contre toute l'attaque qui vient de l'extérieur, qui est vraiment très étonnant dans ce pays saint, surtout dans ce moment, qui est un pays dans un moment très fragile. On n'accepte pas que les tempêtes noires nous attaquent dans ce moment. Au cours de la rencontre entre l'imam Mohamed Dicko et les fidèles ce matin, certains brandissaient des pancartes où on pouvait lire « Fermeture immédiate et définitive de l'ambassade des Pays-Bas au Mali ». L'imam répond sur les images de Salif Niari. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais demandé ça, on n'a pas parlé de ça. L'ambassade du Pays-Bas est une ambassade d'un pays ami. C'est les autorités qui sont compétentes dans ce domaine. On ne se mêle pas de cela. Nous, on s'adresse à nos autorités et pas à l'ambassade du Pays-Bas. La 4e édition du Salon de l'Enfant de Bamako a démarré ce matin à la Cité des Enfants de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata Traoré. Le SEBA de 2018 se tiendra du 26 au 30 décembre 2018. Amadou Niamele était présent à l'ouverture du salon. Suivons sur les images de Ladji Mamadou Traoré. Pour chaque enfant, une éducation de qualité en faveur d'un développement durable, c'est le thème choisi pour le Salon de l'enfance de Bamako, SEBA 2018, 4e édition, dont le lancement a eu lieu hier mercredi 26 décembre à la Cité des Enfants. C'était en présence de 2 ministres, celle de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Diakité Aïssata Traoré, et celle de l'artisanat et du tourisme. La directrice de la Cité des Enfants nous parle de cette 4e édition et de l'animal et l'aliment choisi pour cette année. C'est une activité qui a démarré aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues au cours de ce salon. Donc ça a démarré aujourd'hui et ça continue jusqu'au 30 décembre. Donc je dirais aux enfants de Bamako, et par rapport à nos missions, même l'occupation du temps libre de l'enfant, ils doivent venir. C'est la période des congés. Au lieu de rester confinés à la maison, rester à la maison et se donner à des activités qui ne sont pas tellement bénéfiques pour eux. Moi, je les demande de venir à la Cité des Enfants. C'est une activité qui se tient pour les enfants et avec les enfants et ouvert à tout le monde sans exclusive. Et puis la rentrée elle est gratuite. Nous avons des panels, des conférences sur l'éducation. Les après-midi, c'est les activités socio-éducatives. Toutes les régions passent. Ils font des présentations par rapport à leur culture. Et il y a des poèmes sur la paix. Et il y a le sport. Et nous parlerons également de l'animal du salon, qui est le chien, vous l'avez vu défiler, de la plante du salon, qui est le haricot. Donc nous voudrions, à travers ce choix sur le chien, montrer vraiment les excellentes relations que l'homme peut avoir avec l'animal, particulièrement le chien. Cette année, concernant le haricot, vous savez, le haricot, c'est une plante bénéfique qui a beaucoup de vertus. La présidente du Parlement des enfants était très heureuse. J'ai une très belle impression comme chaque année depuis 4 ans maintenant, parce que le Salon de l'enfant, c'est une très belle initiative entreprise par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers la Cité des Enfants. Et à travers le Salon de l'enfance de Bamako, les enfants apprennent, se cultivent, comprennent et sortent du Salon de l'enfance avec beaucoup de projets qu'ils portent bien haut. Cela montre que le futur du Mali est assuré, cela montre que nous avons un développement durable assuré. Parce que ces enfants qui sont là aujourd'hui, qui suivent des formations, qui suivent des ateliers, qui suivent des panels qui sont constructifs pour eux, apportent leur pièce à l'édifice national après. Parce que ces formations
tant bien qu'elles sont très importantes, les apportent une très grande connaissance en matière de connaissances, des apports en matière de connaissances, parce qu'à travers ça, ils portent bien haut leurs projets personnels, mais des projets de développement durable pour le pays lui-même. On dit très souvent que l'avenir d'un pays passe par la jeunesse, passe par les enfants, mais surtout le présent d'un pays passe également par les enfants. Et le thème choisi cette année, à savoir qui tourne autour de l'éducation, est un thème très important parce que sans éducation, il n'y a pas de développement, et sans éducation, il n'y a pas une jeunesse cultivée. Sans éducation, l'avenir n'est pas du tout assuré. Encore une fois, à chaque édition que je participe au Salon de l'Enfant, j'apprends encore une nouvelle chose que je n'avais pas appris l'année dernière. Et ça permet aux autres enfants qui viennent ici d'apprendre mieux, de comprendre mieux et d'être au même pied d'égalité que les enfants, même des enfants qui n'ont pas été à l'école, d'être au même pied d'égalité aux enfants qui ont été à l'école. Et ça leur permet de comprendre en matière de leurs droits et aussi de s'imprégner de leurs devoirs, parce que quand on parle de droits, on doit aussi assurer nos devoirs et c'est très important. Plusieurs organisations de défense des enfants étaient sur place, dont l'UNICEF. La chargée de communication explique le rôle de l'organisation au service des enfants. J'ai des impressions très positives, surtout parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont ici aujourd'hui. Nous avons des enfants qui sont venus de toutes les régions, même les régions les plus reculées, y compris Kidal, Menaka, Taoudeni. Vraiment des enfants qui sont venus de très très loin pour nous rejoindre ici au Salon de l'Enfance. Et je pense que c'est très positif parce que ça permettra aussi aux enfants de parler entre eux pour parler de leur vécu, de leurs défis et quelles sont les solutions qu'eux y voient. Donc c'est vraiment un moment d'échange et de concertation entre les enfants. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'éducation pour chaque enfant en faveur d'un développement durable. Je pense que c'est le moment aussi pour que les enfants pensent à tous leurs camarades qui ne sont pas sur les bancs scolaires. Parce que vous savez qu'au Mali, il y a encore 2 millions d'enfants qui ne sont pas sur les bancs scolaires. Et ça, c'est à travers le pays. Je pense que ces enfants-là, qui sont avec nous aujourd'hui, peuvent retourner dans leur communauté pour faire la promotion de l'éducation, pour défendre les droits de leurs camarades déscolarisés. Donc ça, c'est mon espoir. Vous savez que l'UNICEF est au Mali depuis 1960. On a toujours été aux côtés des enfants. On n'a jamais quitté, on ne quittera pas. Tant que les enfants ont besoin de nous, on sera là. Et on sera là aussi pour le Salon de l'Enfance. Elle a aussi invité les enfants de venir participer à ce salon. Le message que j'ai à lancer, c'est que les enfants viennent encore et encore, qu'ils viennent pour comprendre, qu'ils viennent pour apprendre, qu'ils viennent pour s'imprégner des cultures des autres régions, parce qu'il y a des enfants de toutes les régions ici, des 8 régions administratives du Mali, sinon 10. Ces enfants sont là et à travers leur culture, à travers leur compréhension de la vie, on peut se donner d'autres orientations encore et encore. Et quand ils viennent, c'est sûr qu'avec les stands qui sont là, ils seront en mesure de comprendre beaucoup de choses, ils seront en mesure de se protéger, ils seront en mesure d'avoir quelque chose à apporter au moins à la maison et aller vers leurs pères qui n'ont pas eu accès à ce salon d'enfance. Donc je les invite à venir encore et encore. La marraine de l'événement, la ministre Dr Assita Traoré, a fait une visite de stand. On vous rappelle que le salon de l'enfance se poursuit jusqu'au 30 décembre et l'entrée est gratuite. Le Front de libération du Massina a revendiqué l'enlèvement d'un enseignant entre Ténékoun et Mopti. L'otage est un enseignant d'anglais que les raviseurs reprochent d'enseigner dans une langue qui n'est pas celle de l'islam. Aïssata Touré nous donne les détails. Au centre du pays, le Front de libération du Massina, groupe djihadiste du prédicateur radical Amadou Koufa, donné pour mort par Paris et Bamako, a revendiqué mercredi 26 décembre l'enlèvement samedi dernier d'un enseignant malien dans les centres du Mali. Le rap s'est déroulé sur une pinasse entre les localités de Ténékou et de Mopti. Selon des témoins, l'embarcation venait de quitter non loin de la localité de Ténékou en direction de Mopti avec une vingtaine de passagers à son bord. Au moins 2 autres pirogues transportant des hommes armés l'ont pris par surprise. Un coup de feu retenti entraîne un mouvement de panique. La pinasse qui transportait les passagers coupe alors son moteur. Des présumés djihadistes demandent les pièces d'identité des passagers. L'enseignant présente également la sienne. Il était visiblement recherché. Les assaillants lui intiment de monter dans leur pirogue. Une fois enlevé, l'enseignant est installé au milieu
déployer de ces nouveaux geôliers à bord de l'embarcation qui s'éloigne sur les fleuves Niger. L'homme enlevé enseignait l'anglais. Les ravisseurs portaient des gilets sur leur tenue, des pantalons courts et celui qui semble être leur chef portait des lunettes de soleil. Ce mercredi, le Front de libération du prédicateur radical Amadou Koufa, donné pour mort par la France et le Mali, a revendiqué les rapprochant à celui qui est désormais otage d'enseigner dans une langue qui n'est pas celle de l'islam. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Sénégal, le dépôt des candidatures à la présidentielle s'est terminé ce 26 décembre à minuit. Près d'une vingtaine de dossiers ont été déposés. Le Conseil constitutionnel doit désormais les vérifier et publier la liste des candidats retenus au plus tard le 21 janvier, 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février. Dans cette course à la présidence, un seul candidat a l'air sûr de lui. Macky Sall dit et le répète, il est certain de gagner dès le premier tour avec le soutien de nombreux partis, notamment des socialistes d'Ousmane Tanor Dieng, qui n'aura pas de candidat pour la première fois depuis l'indépendance. Les électeurs de gauche pourraient être attirés par Khalifa Sall, éjecté du Parti socialiste en prison depuis mars 2017 et qui saura par un arrêt de la Cour suprême du 3 janvier si sa condamnation de 5 ans de prison est définitive. Pour ses avocats, rien ne peut empêcher la candidature de Khalifa Sall. Karim Wade, en exil au Qatar, pourrait également voir sa candidature rejetée. Il va visiblement attendre la liste du Conseil constitutionnel pour savoir s'il rentre au pays. Le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade pourrait donc lui aussi se retrouver sans candidat. La classe politique est donc en plein bouleversement et une nouvelle génération, dont Ousmane Sonko, le président de Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, et la figure montante, va sans doute émerger durant cette présidentielle. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a demandé mercredi l'autorisation de l'actuel chef d'État, Abdel Fattah al-Sisi, pour revendiquer des informations sensibles sur des attaques durant la révolution impliquant, selon le parquet, les frères musulmans, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Renversé en 2011 à la faveur d'un soulèvement populaire dans le cadre du printemps arabe, M. Moubarak était attendu comme témoin par une cour du Caire dans une affaire d'infiltration de membres des mouvements Hamas et Hezbollah en Égypte. D'après le parquet, ces derniers auraient participé début 2011 à un assaut contre des prisons ayant permis l'évasion de membres de l'organisation des frères musulmans, dont l'ex-président Mohamed Morsi, détenu et condamné à plusieurs reprises depuis 2013, et sa destitution par l'armée. Monsieur Moubarak, 90 ans, a évoqué la sensibilité de certaines informations liées notamment aux frères musulmans et au tunnel reliant le Nord Sinaï à Gaza qui aurait permis l'infiltration des membres du Hamas et du Hezbollah. Je vais parler des choses sensibles qui n'ont jamais été évoquées auparavant, a insisté M. Moubarak, visiblement affaibli et accompagné de ses deux fils. Il a néanmoins dit vouloir se protéger de toute violation du droit qui lui interdit, selon lui, de livrer certaines informations dont il avait connaissance en tant que président. Son avocat a en conséquence déposé une demande auprès de la présidence pour obtenir l'autorisation de révéler ces informations. En RDC, les élections qui devraient se tenir dimanche 30 décembre sont reportées au mois de mars dans les deux circonscriptions électorales de Béni, Nord Kivu et de Yumbi dans la province de Mai-Ndombe, a annoncé la commission électorale congolaise CENI. Dans les villes de Béni et de Mbutambu, dans le nord-est du pays, les élections n'auront pas lieu dimanche. Motif invoqué, l'épidémie Ebola qui continue de sévir dans cette zone. Les déplacements de population, la promiscuité des bureaux de vote, tout cela augmente les risques de contagion. Un risque auquel seraient exposés les agents électoraux et les observateurs, explique la CENI pour justifier le report. L'autre zone concernée est le territoire de Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe, dans le sud-est du pays. Le conflit interethnique qui a eu lieu à la mi-décembre est invoqué pour justifier le report. Le déplacement massif des populations, entre 4000 et 8000 selon les sources, la destruction de tous les matériels et documents électoraux, ainsi que la tension persistante ne permettent pas la tenue dans cette circonscription de scrutin apaisé dans le délai imparti, estime la CENI dans sa décision numéro 55 rendue publique ce mercredi.
Baisse des cours du pétrole, quel impact pour l'Afrique? La tendance à la baisse des prix du pétrole se confirme. Le brut connaît aujourd'hui son plus bas niveau depuis plus d'un an, après une dernière chute de 6% ce 24 décembre. Cette baisse doit-elle inquiéter les pays pétroliers africains qui se remettent tout juste de la crise de 2014 et avaient enfin connu une année meilleure? Ils sont nombreux sur le continent africain à scruter la courbe en baisse des cours du pétrole. Ce syndicaliste congolais du secteur pétrolier se rappelle par exemple de 2014 où la baisse était devenue une chute qui avait provoqué le départ de certaines compagnies et mis jusqu'à 15 000 travailleurs sur le carreau. Impuissant, il sait aujourd'hui que cette baisse est mondiale et assure que tout se gère au niveau de l'OPEP. Mais à la table des pays exportateurs du pétrole, l'Afrique n'est pas très influente. Si près de la moitié des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sont africains, ils pèsent peu face par exemple à l'Arabie Saoudite qui produit plus que toute l'Afrique réunie. Sans compter que les pays pétroliers africains ne sont pas vraiment unis autour d'une politique commune et certains ne sont même pas membres de l'OPEP. Pour l'instant, l'inquiétude n'est pourtant pas vraiment à l'ordre du jour. La baisse n'est là que depuis quelques semaines et il faudra qu'elle se compte en mois pour devenir vraiment problématique. Donald Trump s'est rendu mercredi 26 décembre en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains. Il a profité de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection il y a 2 ans pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Le président américain a atterri à la base aérienne d'Al-Assad où il s'est entretenu avec des soldats et des commandants militaires. Cette visite, gardée secrète pour des raisons de sécurité, a eu lieu une semaine après l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Sur le terrain, l'armée turque est prête à prendre les relais dès que possible. Ils ont déjà déployé des hommes et des matériels le long de la frontière syrienne. Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump ont pu discuter cette semaine. En Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit qu'il voulait éliminer l'EI, ce qui en reste. Et l'Arabie Saoudite vient de dire qu'elle allait payer pour le développement économique, ce qui est formidable. Ça veut dire que nous ne devons pas payer, a salué le président américain. Pour Erdogan, le départ américain est une aubaine pour s'attaquer aux missiles kurdes qui combattaient les djihadistes aux côtés des États-Unis. La Turquie considère ces groupes comme terroristes et a menacé de mener une offensive contre eux. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Nieta TV. À bientôt.